And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi exactement? On va parler, Tatiana, de bonne On année? va fêter bonne année à tout le monde déjà. Ouais. Eh bien, bonne année à tout le monde. Ce sera un bon début. Oui. Bonne année. Alors, au fait, Et bonne année à Tatiana, parce que le Noël russe, il n'y a que quelques jours là. Oui, c'était avant-hier. Ouais. C'était l'ancien Nouvel An. Voilà, bonne fête alors. et le tête, c'est quand? Merci. Le test au mois, en fin de janvier, début février. Il me D'accord. semble, hein, si je ne me trompe pas. Mhm. Comment si tu ne te trompes pas? Ah ben parce que j'oublie. Ah, t'oublies maintenant les fêtes du tête? Mais quel Ah ben scandale! je suis complètement déracinée. Alors Oui. là, vraiment, oh, mais quelle horreur! Oui, Mais oui, comment ça oui, se oui. fait? Absolument. Mais tu es complètement intégré à la société française alors? Mais c'est pas Ah non, pas du possible tout. ça! Je ne sais pas qui je suis. Hein. Aïe. Elle se découvre encore. Oui. Bon, ben, bonne fête, Michel. Merci. Bon, on va commencer notre tour du monde ben, par les soldats du Groenland. Il y en a 15 quand même. Ça a dû intimider Trump. Information de la nuit. Les militaires français sont arrivés au Groenland pour un exercice militaire. Oui, en effet, 15 militaires qui viennent d'arriver. Heureusement qu'il dit exercice, parce que sinon, hein, ça serait ridicule. Il y a quelques minutes, c'est la première action concrète de la France après les menaces de Donald Trump envers l'île. Que sait-on de cet exercice militaire? On voit cela avec Camilla Campuzano. Des drapeaux groenlandais aux fenêtres, une manière de répliquer face aux menaces des États-Unis. Pour les soutenir, arrivée de renforts de l'OTAN et notamment de la France. À la demande du Danemark, j'ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland. Ce sont des membres des unités de montagne entraînés pour intervenir dans le froid qui seraient envoyés. À leur côté, des troupes allemandes, norvégiennes et suédoises également attendues. Des unités spéciales, donc, Tatiana. C'est mignon, ils ont des petites tentes d'or. Oui. C'est dommage qu'on n'ait pas vu le journaliste d'or à montrer tout ça. J'aurais bien voulu voir sa tête. Parce que là, vous savez combien il fait là en Groenland? Il fait moins 45 degrés. Voilà. Et moi, je me dis, quand on veut aller faire une guerre dans un pays, on se renseigne pour les météos. Voilà, moins 45 degrés. Même Trump, aussi fou soit-il, je pense pas que c'est vraiment, comment dire, la meilleure période. Je suis sûre que c'est Poutine qui a dû lui dire, tiens, écoute, ils veulent faire la guerre, hein, ils veulent faire la guerre aux Russes, tiens, on va les envoyer un petit camp d'entraînement. Tiens, on a comme les envoyer là-bas en Groenland, qu'ils se les caillent un tout petit peu pour le voir comment c'est. Non, parce que c'est vraiment pas sérieux. Non, je dis, d'aller en Groenland au plein mois de janvier. Personne n'a envahi un pays froid au plein hiver. Non, encore à la limite, enfin, au mois d'avril, pourquoi pas, mais au plein mois de janvier, si c'est pas une blague, je sais pas ce que c'est, quoi. En tout cas, il y en a un qui a dû vraiment, comment dire, il y en a un qui se marre, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain qui se marre vraiment aux éclats. De voir ces, comment dire, ces pauvres petits 15 Français. Ils se sont entraînés en haute montagne, aux Alpes. Oh ouais. Ah ouais, alors ça c'est du sérieux, hein. Donc, moins 45 degrés en Groenland, là, Trump, je crois qu'il a vu ça, il a dit, ah, les mecs, ils en ont des sacrés, là. Hein. Là, je vois que la France, elle vaut quelque chose. Hein. 15 soldats à moins 45 degrés. Je rappelle, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer là en France en disant qu'en Goulag, c'est moins 35 couvertures. Là, c'est moins 45 dans les petites tentes. Non, mais les mecs, c'est pas sérieux, quoi.
C'est vraiment pas sérieux. Je crois que ça passe de commentaires tout seul. Hein. Bon. Mais dis donc, Michel, toi qui es un spécialiste des grandes températures, combien y a-t-il chez toi? Ce matin, on a commencé avec -30. Ah bon, alors t'es prêt à aller au Groenland aussi ou pas? Je suis en train de m'acclimater. Qu'est-ce qu'on en pense au Canada de ce geste absolument extraordinaire de Macron? Bon, ils sont en train de regarder la chose. Je ne suis plus très sûr s'il y a des Canadiens aussi qui sont dans le contingent des personnes, des soldats qui vont aller là-bas. Je me souviens plus s'ils avaient dit qu'il y en avait ou pas. C'est pas, Mais non. Ouais. sur le plan local ici, les Canadiens sont plus en train de focaliser un peu sur la tournée du Premier ministre qui essaye de sortir un peu de la dépendance des États-Unis pour essayer de nouer des contrats avec la Chine, Ouais. avec l'Inde, qui ont eu des problèmes avec le Canada du temps de Trudeau. Donc là, il essaye de renouer avec eux, de signer des contrats. Il a pris certaines dispositions qui ont soulevé un peu de la résistance ici au Canada. Avec des voitures chinoises, c'est ça? Avec les voitures chinoises, justement. Alors, ça a amené une levée de boucliers ici. Donc, les gens sont plus focalisés là-dessus que par rapport à ce qui se passe. On regarde d'un œil distrait, ah tiens, le Groenland, notre cher voisin qui est en train de jeter un œil là-dessus. Mais pendant qu'on est en train de regarder distraitement la chose, on garde quand même un œil dessus parce que notre cher voisin du Sud, après avoir parlé du Groenland, il avait aussi un projet pour le Canada. Ah oui, pour le nord du Canada, oui. Pas pour le nord, pour le Canada entier. Le Canada, oui, point final. Donc, on est en train de le regarder avec vraiment attention. Bon, je ne pense pas qu'il pourrait faire le coup de Maduro ici. Ça sera un peu plus difficile, mais disons que on est en train de regarder l'Europe et l'Union européenne en général, essayer de démontrer des muscles, mais on s'aperçoit que ce sont des muscles de poulet et non pas nécessairement le muscle de Schwarzenegger. Donc, Eti, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette... Ti, qu'est-ce que tu en penses de ces 15 soldats? Les 15 soldats, c'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu ridicule, mais peut-être c'est juste un symbole. Hein. Oui. C'est toujours 15 fois plus que les Britanniques. Hein. Ils n'en ont envoyé qu'un seul. Oui, tu sais, Michel, je vais te rassurer. Quand ça va vraiment chauffer, en connaissant notre Macron et son grand courage, là, vous savez, c'est lui qui voulait, à lui tout seul, sauver le président Bazoum, démocratiquement élu à l'époque. Je pense que pour un grand pays comme le Canada, la France va envoyer au moins 24 soldats. Et là, Trump, il va tellement avoir peur qu'il reculera, c'est sûr, sûr. Tu me rassures, là. Alors, en parlant de l'Europe, j'ai trouvé ça assez marrant. Écoutez. Oui, je suis un peu colère et trahison. On va commencer par regarder une carte toute simple, c'est la carte du monde. Et là, vous tous, je vous demande de la regarder et de me dire où est-ce que l'Union européenne a encore une importance et de l'influence. Vous avez 2 secondes parce qu'on n'a pas assez de temps. Eh ben, nulle part. Ça règle le problème. Nulle part. Petit à petit, elle s'efface de partout. Ah si, peut-être là, en Asie, pas loin de la Russie, peut-être en Azerbaïdjan. Vous vous souvenez, en juillet 2022, Ursula von der Leyen est allée signer un contrat gazier pour compenser la perte du gaz russe. Mais attendez, on parle bien de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un des pays satellites de Nursultan Erdogan. Ah oui, et puis il y a eu en 2021 un rapport de
l'Union européenne, qui nous expliquait une alliance entre le Qatar et la Turquie pour renforcer le soutien aux frères musulmans en Europe pour nous affaiblir. Vous êtes un peu dur, Abnou, on a quand même non, mais j'ai des pas accords fini. de coopération. J'ai pas fini. Juillet 2022, on signe ça et en septembre 2023, eh bien, l'Azerbaïdjan lance une offensive militaire de 24 heures qui a conduit à l'exode de 100 000 Arméniens, 99% de la population du Haut-Karabakh. Et on est d'accord que cette expulsion massive a été qualifiée de nettoyage ethnique par le Parlement européen. Et alors, rien. Oui, alors l'Europe. Comment l'Europe peut-elle encore s'en sortir? Michel, s'il vous plaît. Michel, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire est-ce que Groenland est continent européen? Non. Non. Et alors? Et alors? Et alors, pourquoi on va défendre? Et pourquoi on défend l'Ukraine? Ah, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas, c'est le Danemark qui est en train de gérer. Donc, automatiquement, le Danemark faisant partie de l'Europe, donc c'est une extension quelque part de l'Europe. Oui, mais Michel, toutes ces manœuvres, qu'un soldat et un soldat et deux soldats, là, je trouve que c'est ridicule complètement, parce que nous sommes dépendants des armes américaines. Oui. Et quand les armes américaines, il faut avoir des codes pour pouvoir utiliser. Hein? Et alors, oui. À quoi ça sert tous ces agissements-là? Oui, enfin, pas les Français. Pour une fois, alors là, je ne suis pas d'accord avec toi, là, les Français sont complètement indépendants. Oui, c'est le seul pays en Europe qui a sa propre armée. Oui, Philippe, je suis d'accord avec vous que la France est indépendante au niveau des armes. Mais j'ai déjà entendu parler les généraux, hein? Tout ce qu'on a dans les magasins, dans les entrepôts, tout ça, ça suffit même pas pour une semaine. Ah, mais il n'y aura pas... Indépendance, oui ou non? Il n'y aura pas une semaine de combat contre les États-Unis. 3 jours. Non, pas 3 jours. 1 heure. 1 heure. Et alors, donc, vous osez de dire qu'on est indépendant? Ah. Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne, mais étant donné, il est sorti de l'Union européenne parce qu'il faisait partie de l'Union européenne, c'est le comble. Il était sorti il y a quelques années, je crois, et disons qu'on l'a dit qu'il ne faisait pas partie de ton territoire, mais on est solidaire de nos amis le Danemark, voilà. Elle fait partie de l'Union européenne, donc c'est normal que l'Union européenne la défende, et c'est le moment de la vérité où l'Union européenne pourrait enfin montrer la force de ses armées. Mais encore une fois, le Groenland fait partie justement d'un territoire autonome du Royaume de Danemark. Donc, ça fait partie du Danemark. Donc, c'est par extension, donc c'est considéré comme un pays européen, même si jamais c'est pas à proximité. C'est comme les territoires outre-mer de la France font partie de la France, même s'ils ne sont pas à proximité. Écoute, Michel, mais Trump, il nous a déjà piégés. Trump, il nous a déjà piégés avec l'histoire de l'Ukraine. On paye pour l'Ukraine. Et maintenant, c'est pas sa guerre. Et maintenant, ils sont en train de nous piéger avec Groenland. Donc, on aura une deuxième guerre à payer. Voilà. Tout ce qu'il veut, Trump. Et on va tomber dedans avec une bande de nazes. En attendant la 3e guerre avec le Canada? Tatiana, oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve que c'est très sain que même sur le TF1, on commence à avoir la dérision sur soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une certaine prise de conscience, même chez nos journaleux, le magnifique, ça commence à venir. Parce que c'est vrai, c'est assez ridicule. L'Europe est ridicule aujourd'hui. Et de surcroît, il y a M. Poutine qui a remis la lettre de remise. Donc, il y avait les remises de lettres de diplomates. Et il a fait tout un discours en repérant aussi qu'il y a parmi vous les Français, les Allemands, les pays européens, et qu'on est toujours ouverts. C'est juste que vous soyez
un peu moins con. Oui, c'est vrai, oui, oui. Et d'ailleurs, je vais passer ce discours. C'est super. Mais ce n'est pas toutes les stations qui adoptent ce virage-là. Il y a des irréductibles gaulois comme chez Astérix qui restent figés sur le narratif initial. Ouais. Tu sais, tant que l'Astérix a ses petits cochons à chasser et à manger, il peut toujours le faire. Mais les jours où il n'y aura que des fraises de bois dans les bois, lui aussi il va évoluer. Alors Je fais confiance à l'estomac de l'Astérix et de l'Obélix. voilà le discours de Poutine. 8 десятилетий назад наши отцы, деды, прадеды, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. И зафиксировали их в уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи. Императивы этого основополагающего документа, такие как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда. И главное, нужно исходить из того, что безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит равной и неделимой. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть. Вопреки данным нам публичным обещаниям. Напомню, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии, во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине. Oui, c'est un appel au droit international quand même. On parle bien du droit international ou bien on parle de la drague internationale? Parce que là, beaucoup de choses dans ce qui est présenté comme le droit international, c'est le genre de baratin qu'on sort pour essayer d'endormir des gens, de séduire des gens. C'est pour ça que pour moi, ça tient plus de la drague internationale que du droit international, avec les conséquences qu'il y a. C'est un peu comme si jamais, quand on était tout petit, on nous racontait les fables, Peter Pan et autres, on y croyait, et puis après, au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, on s'aperçoit que ce sont juste des belles histoires, mais ça reste des choses qui ne sont pas réalistes. Et de plus en plus de gens sont en train de voir que ce qui est présenté comme étant droit international, c'est le droit de celui qui a la force d'imposer ce qu'il veut. On parle maintenant plus de la force internationale de celui qui peut se le permettre. Et ça m'a fait penser à ce personnage d'un album de Lucky Luke, le juge Roy Bean, personnage qui a effectivement existé, qui était la seule loi à l'ouest du Pecos. Une fois, il a trouvé un cadavre, il a condamné le cadavre à payer $40 parce que c'est l'argent qu'il avait trouvé dans sa poche. Donc, c'est celui qui a la loi, qui impose sa loi, et c'est ce que notre cher président Trump nous a montré avec tout ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour ça que pour moi, on devrait plus parler de la drague internationale que du droit international. Tatiana? Ben, écoute, et oui, non. Moi, je suis la première à dire que le droit international n'existe pas depuis belle lurette.
Mais en même temps, tu vois, avant, avant, le monde était bipolaire. Donc, il y avait l'Union soviétique d'un côté, et il y avait les États-Unis de l'autre. Enfin, on va dire, le monde était plutôt divisé en trois parties. La Russie, il avait sur sa zone d'influence un tiers, l'Occident, il y avait deux tiers. C'est comme ça que c'était décidé à Yalta. Mais le fait que la Russie avait ce tiers faisait qu'on faisait un peu plus gaffe. C'est-à-dire qu'il y avait une contre-force à une force qui, d'une certaine façon, comment dire, avant de dépasser un peu le borne, devait compter avec la force qui lui était opposée. Le monde multipolaire, en tout cas, par exemple, il y a trois forces, trois puissances que peuvent, on va dire, se mesurer l'une à l'autre. Ça fait que, par exemple, dans la partie d'influence de la Russie, je donne juste un exemple. S'il y a les pays qui commencent un tout petit peu vouloir faire une guerre l'une à l'autre, ici, ça nuit à la paix dans ce pôle-là. La Russie, a donc, je veux dire, les responsables de ce pôle peut tout à fait intervenir en disant, hey, le coco, on se calme, on s'arrête là, tout comme la Chine, tout comme les États-Unis en concernant leur propre pôle. Mais ils peuvent le faire aussi parce qu'il y a deux pôles en face qui peuvent représenter cette force-là et ils peuvent toujours, entre guillemets, de s'opposer à une contre-force. Le droit international ne peut exister que uniquement quand il y a des forces, plusieurs forces qui s'opposent, qui peuvent garantir ce droit. Un seul pays, enfin une seule puissance, donc un seul hégémon dans le monde, un monde multipolaire, ne garantit pas ce droit-là, ou alors il ne le garantit uniquement pour lui. L'effet de créer un monde multipolaire fait que, on va dire, fait qu'il y a une certaine garantie parce qu'il y a plusieurs pôles qui surveillent l'un l'autre. Donc, je pense que d'une certaine façon, ce que proposé par le monde multipolaire pour fonctionner. En tout cas, je veux dire, dans les certaines catégories, en ce qui concerne la sécurité pour les pays. Je pense qu'on aura moins de guerres dans un monde multipolaire. Je ne veux pas dire que ce sera moins de guerre entre les deux. Là, je pense qu'on est dans une période où on va forcément avoir un peu le partage du monde et on va avoir plein de petites guerres qui vont peut-être donc arriver par-ci ou par-là. Mais une fois que le monde multipolaire sera établi, je pense qu'on aura une certaine période où on vivra plutôt en paix. Parce que justement, il y aura les mondes, les forces qui vont s'opposer. Ouais, c'est pas évident parce que j'ai l'impression que le monde actuel, là, enfin, le monde d'Union soviétique, Occident, bah, c'était le nucléaire qui disons, bon, qui a calmé Oui, le jeu. Ça a calmé le jeu. Bah oui. là, Il y avait pas ce que je te trop. dis, il y avait deux pôles Oui, qui s'opposaient l'un à l'autre. Donc, du coup, on se tenait au carreau. d'accord. Aujourd'hui, pour le moment, on n'a qu'un seul pôle. C'est toujours, même si c'est un pôle qui est foire, on va dire, même si les États-Unis aujourd'hui, ils perdent beaucoup de sa puissance, officiellement, c'est toujours eux qui sont, je veux dire, au volant. Et eux, en sentant qu'ils perdent beaucoup quand je dis des États-Unis, on va dire des élites financières qui veulent donc diriger le monde de leurs petites mains bien douillées et bien fermes, aujourd'hui, ils sentent qu'ils perdent ce pouvoir. Mais ceux d'en face, ils ne l'ont pas encore totalement. On est entre les deux, vous voyez? On n'a pas encore de nouveaux leaders, mais les anciens, ils sont dans une grande, on va dire, baisse de leurs compétences et de leurs moyens. Donc là, on vit dans une période extrêmement dangereuse. Mais une fois que les pôles d'en face seront suffisamment forts, je pense qu'on sera dans cette espèce d'équilibre qui ferait qu'on sera obligé de se tenir au carreau. Et Tatiana, suffisamment fort, ça veut dire quoi? Armé, assez armé, donc Non, ayant non, 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 l'arme non, nucléaire? non, 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 il ne s'agit pas de... tu vois, la Russie aujourd'hui, elle gagne la guerre. Mais la guerre continue, malgré le fait qu'elle le gagne. C'est-à-dire que d'être fort d'une puissance armée ne suffit pas. Il faut aussi d'être fort d'un point de vue, on va dire, diplomatique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue aussi
de ses capacités dans le futur, donc de pouvoir avoir une population suffisamment à bon niveau pour pouvoir suivre un peu le progrès, parce que le progrès technologique, il faut en être aussi en plan, et surtout avoir sa propre souveraineté monétaire et avant toute chose, sa propre souveraineté numérique. Le monde qui va arriver sera un monde numérique, donc les pays ou les centres qui ont leur souveraineté numérique pourront se constituer dans dans ces pôles. Ceux qui n'ont pas la souveraineté numérique, ils seront forcément parmi des pays qui sont, qui vont partir des pôles, mais qui ne pourront jamais se considérer comme métropoles. Aujourd'hui, on n'a que 3 puissances dans le monde qui possèdent leur souveraineté numérique. C'est la Chine, c'est les États-Unis et c'est la Russie. L'Europe n'en fait pas partie. Voilà. Michel? Ben, c'est justement pour ça que je parlais de fable, parce que dans les temps anciens, le président Poutine a parlé d'il y a 80 ans, à la sortie de la Deuxième Guerre, il y avait justement cet équilibre qui s'était plus ou moins installé dans la mesure où on partait que si jamais tu viens contre moi, ben, je pourrais frapper aussi fort que toi. C'est ce qui avait maintenu cet équilibre qu'on présentait comme étant le droit international. On n'allait pas s'ingérer dans les pays des autres, on n'allait pas essayer de trafiquer les choses, même si jamais officieusement, par exemple, la CIA ne s'est pas privée de déstabiliser des pays, mais c'était jamais sur la place publique comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand le président Trump dit qu'il est intéressé par le Groenland et il va l'avoir d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que l'Europe présente? Il présente 15 soldats français qui vont aller faire barrage de toute progression que le président Trump pourrait avoir. C'est là où je suis d'accord avec Tatiana quand elle dit que pour le moment, en tout cas, les États-Unis sont en train de travailler dans cette position-là la traduction du mot en français, ça dit brute, mais je préfère la version anglaise qui dit bully. C'est pas seulement une brute, mais c'est vraiment une personne qui essaie de t'intimider avec force, et ça a toujours été la tendance chez lui. Même depuis son premier mandat, il avait déjà cette approche-là, et il continue de le faire en partant du principe qu'il peut se permettre tout. Vous avez suivi ses déclarations, il disait que pour lui, il n'y a pas le droit international. La seule référence, c'est sa moralité à lui. Et depuis quand sa moralité est la plus équilibrée pour déterminer qu'est-ce qui est meilleur? Et c'est là où moi, j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, cette histoire qui était présentée comme étant un droit international, qui avait cette apparence de marché parce qu'il y avait des gens qui s'observaient en paix armée. Cette tendance-là n'existe plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de bafouer l'ONU comme on veut. L'ONU peut prendre des discours, on peut venir faire des discours injurieux vis-à-vis des autres nations qui sont représentées à l'ONU. Oui, c'est une foire d'empoigne. Oui, c'est ça. On a vu Israël déchirer les documents officiels devant un parterre des représentants des autres nations. On a vu ceux qui aiment beaucoup parler du droit international être les premiers à les transgresser, que ce soit en Europe, que ce soit avec les États-Unis. Donc, c'est fini, c'est resté un beau souvenir que ça a marché à un moment, tout du moins on a voulu le croire, mais c'est fini. On a grandi et la magie ne marche plus. Tatiana, je voudrais te demander un truc. Toi qui es à Moscou, dis-moi. Attends, je voulais juste faire une petite remarque à Michel.
avant que tu me poses la question. Tu sais, Michel, aucun droit international ne peut exister s'il n'y a pas s'il n'y a pas sa mise en application qui est accompagnée par une force suffisamment importante pour que personne ne lui résiste. Aujourd'hui, il n'y a pas de force qui peut accompagner la mise en application de cette loi. Aujourd'hui, tu peux faire toutes les résolutions que tu veux. Si les pays qui font partie de camps de plus forts décident de ne pas leur mise en application, personne ne peut les obliger. D'où l'importance d'avoir des forces et des contre-forces, on va dire, suffisamment importantes et égales pour surveiller cette mise en application. Un monde unipolaire ne peut pas exister dans le cadre de droit international. Ce n'est pas possible. Tu vois, Tatiana, maintenant, c'est que ça soulève comme situation. C'est qu'aujourd'hui, alors que hier, on y croyait, aujourd'hui, plus personne ne croit à cette histoire de droit international qui a été tellement bafouée. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que maintenant, tout le monde voudra se rendre fort. Oui. L'Iran, par exemple, voudra se doter d'une arme nucléaire coûte que coûte. Les autres nations voudraient aussi intervenir d'une manière ou d'une autre. À un moment, les gens vont commencer à se permettre n'importe quoi, tout simplement pour ne pas être le plus faible de la bande. Ça, le danger. C'est pour ça qu'on va vivre des moments dans les mois à venir, des moments extrêmement dangereux, justement parce que tant que le monde n'est pas, tant que les forces ne sont pas encore totalement définies, chacun va essayer d'avoir sa petite part de gâteau. Les moments, les mois à vivre vont être extrêmement difficiles, c'est vrai. Alors, Tatiana, je voudrais te demander quelle est la réaction des officiels russes par rapport à ce truc du Groenland? Écoute, comment te dire? Bon, première chose, on dit que les Russes sont beaucoup plus pragmatiques, on va dire ça comme ça. Donc, ils ne font plus dans les histoires de démocratie, les histoires de l'humanisme et tout ça. Bon, les petites sonnettes comme ça ne marche plus pour eux. Donc, sous les Européens, ça fait marrer, donc ça c'est normal. Mais pour tout le reste, le Trump demande le Groenland. Bon, c'est un île qui se trouve beaucoup plus près des Amériques, des continents en tout cas, que de l'Europe. C'est un continent dans lequel, si cette île ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est tout simplement parce que l'Union européenne n'a jamais voulu débourser un seul centime pour participer à une amélioration de la vie de ses habitants. Aujourd'hui, je veux dire que ce soit Danemark, que ce soit l'Union européenne, ce qui se passe sur cette île, ils s'en fichent éperdument. Et l'avantage des Américains, on peut penser tout ce qu'on veut d'eux. Effectivement, pour eux, la préoccupation numéro un, c'est d'avoir le moitié de pôle Nord. La Russie a sa partie à elle. Les Américains, ils auront l'autre partie. Je pense que c'est l'un des sujets qui est abordé en Alaska. Donc, je pense qu'il y avait un accord, on va dire, implicite, fait juste sur le fait que Groenland, elle sera américaine, si ça nous plaît ou pas, c'est comme ça. C'est stratégique et ça fait partie des stratégies des puissances de ce monde, tout comme le nord du Canada. Je ne pense pas que le Canada sera américaine, mais le nord du Canada, c'est fort probable. Quel nord du Canada? Le nord du Canada, tu sais, entre Alaska, tout le nord et jusqu'à Groenland, tu vois, tout ce qui est vers le pôle. C'est ce que j'ai entendu dire ici. Voilà, on dit que ce sera très logique. Donc, ça fait partie des projets américains justement pour leur prochaine évolution sur les prochaines dizaines d'années. Donc, c'est quelque chose qu'ils trouvent que c'est logique, c'est pragmatique et dans leur évolution future, peut-être, pourquoi pas. En s'orientant plus vers le nord, vers le Grand Nord, les Américains seront tombés un peu plus l'Amérique du Sud. Du coup, on pourra créer un pôle indépendant là-bas on va dire, avec métropole de ce pôle qui sera probablement Brésil. Mais tout ça se dit sur les années à venir. Voilà.
Et il trouve que Groenland, la façon de laquelle elle fait ça, Trump, bon, ça c'est de Trump, mais que cette politique-là, elle est très logique et pourquoi pas, je veux dire, elle est logique et plutôt, on va dire, dans les intérêts des Groenlandais eux-mêmes, pourquoi pas, voilà. En tout cas, c'est la vision telle que moi j'ai attendue ici, en disant que oui, pour toutes ces populations-là, donc les habitants d'Alaska, donc un peu plus dans les profondeurs de Canada, plus Groenland, ça permettrait ça permettrait aux habitants de la ville, pareil qu'il y a très peu de gens qui vivent au tout nord du Canada. Donc, c'est surtout les chasseurs, les gens qui étaient là d'origine, c'est pas vraiment ni Canadiens ni des Américains. Et ça permettrait d'une certaine façon d'augmenter leur niveau de vie, d'avoir des investissements, parce qu'il y aura ce chemin-là. Avec le réchauffement planétaire, ça peut être intéressant. Voilà. Ça, ce sont des discussions autour de projets mondiaux dans le futur et dans je veux dire, dans l'évolution économique. Voilà. Et on dit plus en plus que l'Europe, on la considère plus comme un presqu'île, même si beaucoup de Russes disent qu'on se considère comme plutôt une nation européenne et qu'on n'aimerait vraiment pas arrêter notre collaboration avec l'Europe. On dit aussi qu'aujourd'hui, il faut qu'on se retourne plus vers le nord, plus vers l'est, pour essayer pourquoi pas avoir trois capitales, donc une plus vers Vladivostok par là-bas, parce que effectivement le futur de la Russie, il est peut-être plus dans la Sibérie que vers l'Europe. Voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour le Canada? Bon, C'est un partage, c'est un grand partage, alors, si je comprends bien. ben, Oui. le Canada ne va pas se laisser partager aussi facilement que ça. Je le dis pas seulement par patriotisme quelque part, mais aussi par rapport aux réalités locales. Ça, si jamais quelque chose allait dans ce sens-là, le Canada finirait par s'avérer être une épine dans le pied de la politique, de la doctrine Monroe que les États-Unis veulent appliquer, c'est-à-dire le contrôle de toute leur zone, et pas seulement Amérique du Nord, Amérique centrale, mais aussi Amérique du Sud. Je pense pas qu'ils vont lâcher toutes ces zones-là parce que ils y ont des intérêts. Mais ça ne va pas se passer aussi facilement que ça. Euh, Tu sais, généralement, les personnes les brutes qui vont essayer d'intimider les gens, ils s'attaquent toujours à ceux qui sont faibles. S'il sent qu'il peut rencontrer une résistance, il aura tendance à être un peu plus réservé dans son approche. Et euh, c'est que le président Trump peut se permettre vis-à-vis, par exemple, des Européens. Il aura quelques réserves avec certains pays, pas seulement la Chine, pas seulement la Russie, pas seulement l'Inde, mais je pense que le Canada fait partie aussi de ces pays qui pourraient lui causer des sérieux problèmes si jamais il décidait d'appliquer quelque chose dans ce genre-là. Alors, pour revenir à l'Ukraine, j'aimerais vous diffuser ça. J'ai trouvé ça complètement incroyable. On a de l'argent pour être libre. Oui, mais et pour regardez, vivre en moi, paix, Monsieur Vignal, et je que dirais nos que le enfants sujet, ne fassent pas la guerre. Et on va pouvoir redémarrer notre industrie aussi. Monsieur le député, Et- comment vous estimez que la guerre en Ukraine, 370 000 euros dès qu'un soldat ukrainien est tué, c'est nous qui payons, c'est l'Europe. Vous savez combien gagne une veuve de guerre? Je vous l'ai dit. On a le 100 droit à euros. 90 euros, Oui, 500 euros, et les le pensions de problème, reversion, c'est soit pas le 10% bon du sujet, salaire monsieur de nos Vignal. époux. Voilà, 87 euros. Ah, On ne Monsieur paye même pas Vignal. une cantine. Sabrina, on ira ensemble Non, mais voir la c'est ministre. sincère. Non mais Je voulais attendez, dire, attendez, c'est le juste une chose, parce que patriotisme. Patrick Vignal dit on ira voir ensemble la ministre. Attendez, attendez Aurélie, vous dites on ira voir ensemble la ministre. Mais Il y a- Maxime, venez avec nous, mais ce que je veux dire, Ah ben, vous êtes non, mais- tous avec nous. Non mais Incroyable, on est en train de payer les veuves de guerre ukrainiennes. Combien il a dit qu'il est payé? 180, je ne sais plus combien. 370 000. 370 000 euros. C'est énorme, hein. C'est Moi, je incroyable. sais que, moi, je sais que la retraite, par exemple, en Ukraine, maintenant, c'est 50 euros. Que un handicapé, je crois que c'est 80 euros par mois.
Et les veuves, quand ils arrivent à avoir de l'argent, c'est des sommes assez, c'est assez ridicule, quoi. Quand ils arrivent encore prouver que leur mari est mort sur le front, qu'il n'était pas, qu'il s'est comporté, on va dire, en héros et tout le reste. Donc, la somme elle vient de dire, 380 000 euros. non, mais Pardon. Et ça, c'est beaucoup. C'est l'Union européenne qui paye. Non, 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 elle paye. le paye peut-être, mais je ne sais pas combien elle reçoit, la veuve. Ah oui, C'est ça qui est intéressant. oui, C'est là, je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que la veuve, à mon avis, à mon avis, on doit facilement diviser ça par 100. Hein. Je Ah, pense que Quand il l'enveloppe. arrive encore à prouver qu'il est bien veuve d'un héros, quoi. Tatiana, à moins que ce soit de l'argent qui va tout simplement pour les députés, pour qu'ils votent à droite ou à gauche à la Douma. Non, C'est plus probable. Hein. C'est clair qu'ils vont se servir au passage. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je me pose la question si vraiment cette somme qui a été présentée, ça correspond certainement pas pour un seul soldat. Initialement, pour bien faire paraître les choses, je pense que c'est une enveloppe pour l'ensemble des personnes. Mais je doute fort qu'ils vont pouvoir recevoir ça. Je sais que, je sais qu'il y a, aujourd'hui, c'est un gros problème qui est posé quand il y a les Russes ramènent les corps là-bas. De toute façon, au moment où la famille sait qu'il a perdu un proche, l'argent est versé 2 ans après, suite à une enquête de tas de choses. De toute façon, ils ne touchent pas cet argent-là avant. Donc, ils disent qu'il faut 2 ans, pas après que la personne est morte, non, 2 ans après le combat. Donc, il faut attendre que la guerre soit finie, il faut attendre après 2 ans pour toucher cet argent-là. Et qui c'est qui va le toucher, on ne sait pas. Si l'Ukraine, par exemple, n'existe plus en tant que pays, ou s'il n'est pas solvable, ben, on va dire que ces femmes ne toucheront rien du tout. Ni les enfants, ni les parents. En revanche, cet argent-là, il est versé par les nombres. Oui, ça c'est vrai. Donc, on peut se poser la question d'une façon très législative ou par cet argent. Oui. Alors, l'Europe indemnise les veuves de guerre, y compris les veuves de guerre, via un mécanisme international géré par le Conseil de l'Europe, dont fait partie l'Union européenne. Le registre des dommages causés à l'agression de... Les demandes d'indemnisation, oui, oui. Alors, je j'ai pas du tout la somme, par contre. Mais apparemment. Et alors, il s'appuie sur les fonds russes, en fait. Tu sais, le fameux emprunt de 90 000 euros, 90 milliards d'euros, il n'a toujours pas été versé. Ils n'ont toujours pas trouvé d'argent. Et on va dire l'argent qui est promis, c'est un argent qui n'a pas été débloqué. En revanche, la dette, elle est déjà mise en place. C'est-à-dire que dans les 90 000 milliards qui seront peut-être trouvés un jour, il y a la moitié déjà qui partira pour payer la dette. Donc, c'est complètement fameux tout ça. Voilà. Dis donc à Tatiana, à propos d'Euroclear, il y a un procès qui s'est ouvert à Moscou? J'en sais rien. Je pense qu'il y avait déjà, ça fait plusieurs semaines, je crois, qu'il y avait déjà quelque chose dans ce sens, où il y avait un décret qui était signé par M. Poutine, je crois, en plus, en accord dans le fait qu'il y a les biens de l'Occident qui peuvent être repris à n'importe quel moment, mais je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont arrivées en courant en disant on revient, ne confisquez pas notre bien, mais je n'ai pas bien suivi ce dossier-là. Une seconde. Alors, on va aller sur une déclaration de monsieur du chancelier allemand, à propos de la Russie. Moi, ça m'a sidéré, cette histoire. On va peut-être attendre Tatiana. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la veuve, des veuves? Philippe, j'avoue que je ne pense plus rien. Parce que cette histoire me sidère tellement que...
T'as vu la veuve française qui avait 83 euros par jour? Non, par mois. Par mois. À moi, ouais. Par mois. Oui. On marche sur la tête depuis des années, donc maintenant rien ne. Je ne Oui, suis surprise de rien. mais c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Mais tout est comme ça. C'est pas seulement Tout est l'Ukraine, comme hein. ça, tout Tout est est comme comme ça. ça. Ouais, Ouais. je suis Donc, d'accord. je me demande, est-ce que vraiment on vit encore dans ce monde où nous sommes que des virtuels, en fait? Oui, 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 c'est à se demander vraiment qui nous dirige vraiment. Vraiment. Voilà, Voilà. voilà. Ah ouais, ça, c'est complètement fou, hein. Ah, voilà la pin-up. Tatiana, je te propose de regarder ce petit extrait du chancelier, monsieur le chancelier, notre bon ami. Finden endlich auch wieder mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich mit Russland. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Osten bin, das sage ich an jeder anderen Stelle in Deutschland auch. Russland ist ein europäisches Land. Wenn es uns dann gelingt, in der längeren Perspektive mit Russland wieder einen Ausgleich zu finden, wenn Frieden herrscht, wenn Freiheit gewährleistet ist, wenn uns das alles gelingt, meine Damen und Herren, dann hat diese Europäische Union, dann haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland eine weitere Bewährungsprobe bestanden und dann können wir auch über das Jahr 2026 hinaus mit großer Zuversicht nach vorn blicken. Ich wünsche uns das. Ich bin mir sicher, dass es gelingt. Tragen Sie dazu bei. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gutes Jahr 2026. C'est très gentil de sa part. Mais il était dans le fief de l'AfD. Bon, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Tatiana? Ah. C'est une intelligence artificielle qui a parlé. C'est pas possible, non, mais c'est une blague. Attends, le monsieur avec sa petite hupette, là, dire que Poutine, c'est pas genre Hitler de temps moderne, et que la Russie, c'est pas un ogre sanguinaire qui ne veut faire qu'une bouchée de l'Europe, et que l'Allemagne, désolé pour les Français, hein, mais bon, que l'Allemagne est la cible numéro 1 pour les Russes, et là, d'un seul coup, c'est des voisins. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, moi je pense que c'est. Non, faut pas prendre ça au sérieux. C'est une intelligence artificielle. C'est pas. Non, l'homme à hupette n'a pas pu dire ça. Non, non, je crois pas. Non, non. À moins qu'il ait deux cerveaux. Oui, mais Tatiana, par rapport à M. Metz, tu as dit que peut-être c'est une IA, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne me donne pas ce mec. Parce que lui, il change d'avis tous les 2 matins. Hein? Et c'est pareil, Macron. Et c'est pareil, Stabmer et compagnie, là. Et von der Leyen et compagnie. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation merdique. Voilà. Donc, c'est comme disait tout à l'heure Philippe, je me demande si nous ne sommes pas des virtuels. Si nous sommes des virtuels. Voilà. Donc, moi, je crois plus à rien, mais seulement je pose une question. Est-ce que M. Poutine, là, hein, après avoir d'être traité Hitler et orque sanguinaire et que la Russie, il faut tuer les Russes où ils se trouvent, après tous ces dénigrements maintenant, est-ce que, quand même si j'ai bien compris, les Russes, ils sont assez fiers, hein? Est-ce qu'ils vont accepter toute la bande de nazes qui vont maintenant, ils ont peur plus de Trump que Poutine? Au lieu d'avoir juste un seul adversaire, on a 2 maintenant. Bientôt, on aura 3. Et on est déjà très faible. Et maintenant, on va changer d'avis. Mais je pense que ceux qui changent d'avis, il faut se méfier. Parce que maintenant, si on leur fait confiance, le lendemain, la situation change. Ils vont changer encore d'avis. Donc, je ne fais pas de confiance. Moi, je ne fais pas de confiance. Il faut que ces nazes aillent aux prisons devant les peuples européens. Voilà, parce que c'est eux qui ont mis dans cette situation. Écoutez, c'est eux qui ont mis dans cette situation. Hein. Depuis 2022, tout le monde savait que l'Ukraine n'allait pas gagner la guerre. Hein. Et maintenant, ils ont obéi Biden, 1000%. Et maintenant, Trump qui est arrivé, ils nous ont piégés dedans. Maintenant, Groenland et encore d'autres choses. Et Metz, tout d'un coup, ils changent d'avis. Et vous croyez qu'ils changent vraiment d'avis? C'est c'est une girouette. Comme Macron et von der Leyen et compagnie, moi, je ne fais pas confiance.
Tu sais, Ti, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Astérix et Obélix, elles peuvent bien résister tant qu'ils ont des sangliers dans le bois. Une fois qu'il n'y a que des fraises de bois, elles commencent à relativiser, on va dire, leur résistance. En fait, tant Et qu'ils que ont, c'est ils ont la passé. potion magique. Voilà. Non, mais la potion magique, je veux dire, ça fait pouet-pouet. Hein. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça, je vous l'avais déjà dit fin septembre 2025, c'est qu'à partir d'un moment, quand l'Europe ne peut plus imprimer, ne peut plus émettre une dette, il n'a plus un rond. Ils n'ont plus d'argent. Aujourd'hui, la Fed leur a fait, comment dire, un petit croche-pied. Donc, l'Europe aujourd'hui n'a plus d'argent. Ils ne peuvent même pas prêter à l'Ukraine parce que même pour, regarder, pour mettre un budget, peu importe un bon ou mauvais budget, un budget tout court dans les pays soi-disant riches de l'Europe, aujourd'hui, on doit se voir si on a de l'argent ou pas. Et on ne l'a pas parce qu'on ne peut pas émettre une dette. L'Union européenne, la Banque centrale européenne, elle n'a plus cette capacité-là. Donc, ils ont essayé de voler de l'argent russe. Ils ne sont pas arrivés. Ils ont essayé de faire un emprunt. Ils ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est d'aller chercher de l'argent quelque part où il y en a je veux dire, de l'argent réel. Donc, je veux dire, tout ça, ça a été calculé. Et Poutine savait très bien qu'ils allaient débarquer pour dire, écoutez, il faut bien qu'on trouve une solution, sinon c'est pas possible. En revanche, oui, et comme je l'avais déjà dit également, la monnaie d'échange, ce sera la démission de Macron et de Merz. On ne pourra pas traiter avec eux. Donc, eux, ils partent. On met des élites, on va dire, avec du sang nouveau, qui promettent de travailler dans les intérêts de leur nation et pas dans les intérêts de l'oligarchie, on va dire, financier. Et là, on pourrait voir ce qu'on peut faire ensemble, mais pas avant, c'est tout. Alors, on dirait quand même que Poutine a répondu à Merckx. Ah oui, comme elle a aussi parlé avec Macron, même si on ne le dit pas officiellement. Et la proposition de dire, messieurs, vous laissez la place aux autres. Regarde. Every European state present here, Slovenia, France, Czech Republic, Portugal, Norway, Sweden, Austria, Switzerland, and Italy has the experience of deep historical relations with our country. Our relations are full with examples of mutually beneficial partnership and enriching cultural cooperation. The current state of bilateral ties of the aforementioned countries with Russia leave much to be desired. The dialogue and contracts have been decreased to a minimum, not due to any fault of ours, I would like to say. I'm talking about the official and business circles interaction. Any interaction on key international regional questions has been frozen. I would like to believe that with time the situation will change and our countries will return to normal, constructive conversation based on the principles of respect of national interest, consideration of due concerns in the area of security. Russia has always been and remains committed to such approaches and ready to restore the level of relations that would be satisfactory to us. In general, as I said many times, we're open for mutually beneficial cooperation with all countries without exception, and we are, of course, interested that the work of any ambassador presented here would be extremely resultative. Oui, c'est quand même. Nous sommes prêts à La nous. Russie n'a jamais fermé la porte à l'Europe. La Russie n'a jamais fermé la porte à l'Europe. Si l'Europe travaille, si les pays européens travaillent dans les intérêts de leur nation, qui ne va pas en encontre des intérêts des nations voisines, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président français travaille dans les intérêts de la nation qui est la France? Ben jamais. Donc, le jour où on aura un gouvernement qui va travailler dans les intérêts de la France, les choses changeront. Oui, Tatiana, je voudrais vous dire une chose là. Je reviens encore sur le Groenland. Groenland, l'intention des États-Unis d'acheter ou convoiter, ça existe depuis très très longtemps. Hein? Oui. Hein? L'autre jour, j'ai vu le discours du président Poutine qui a mentionné toutes les dates. Oui. Hein? Oui. Voilà, c'était très très intéressant. C'était très très intéressant parce que moi je ne connaissais pas trop d'histoire et après je vérifiais effectivement. Donc les Français, hein, les Anglais, les Allemands, etc.,
ils sont pas, je parle français, ça veut dire que les dirigeants, là, ils bien sont sûr. pas censés d'être ignorés de tout ça. Première chose. Deuxième chose, ils ont quand même deviné que les Américains, ils ne veulent pas du bien pour l'Europe. Hein. Général de Gaulle a vu, et Général de Gaulle a fait des mesures. Hein. Tout de suite après la guerre, hein, il l'a fait. Et ceux qui le succèdent, ils ont tout défait. Ils ont tout défait. Et Macron enfonçait le clou. Voilà. Donc maintenant, c'est facile de dire, Tatiana, que Macron doit démissionner et mettre démissionner. Je ne suis pas d'accord. Ils doivent répondre devant le peuple. Ce sont des coupables. Ce sont des coupables. Maintenant, Poutine, il est malin. C'est un vrai chef d'État. Moi, j'aime pas trop Poutine non plus. C'est pas ma tasse de thé, mais c'est un vrai chef d'État. Il profite de cette occasion pour avancer ses pions. Il protège son pays. Hein, on dit ce qu'on veut sur Poutine, mais c'est un vrai chef d'État. Hein, il faut le dire ça. Hein. Et maintenant, Trump, hein, il le fait avec une manière brute. Les démocrates, ils ont fait pareil, sauf que les démocrates sont des hypocrites. Hein. Ils ont utilisé des chemins, machin truc, avec leur intellect, là. Mais Trump, c'est un homme d'affaires, donc il fait les choses directes. Hein. Il le dit direct. Mais au moins, avec Trump, on sait qu'est-ce qu'il veut. Il veut Groenland, il aura Groenland. Personne ne va l'empêcher. Voilà, il faut mettre ça dans la tête. Et première chose, deuxième chose, ce matin, j'ai vu encore, grâce aux informations données par Philippe, qu'il a pris même le prix Nobel de la paix de l'autre, là. Hein? Elle l'a donné elle-même. Elle l'a donné elle-même. Elle l'a donné elle-même. Enfin bon, Et alors, moi, je là, pense... t'exagères. Hein, Oui, alors là, Elle l'a c'était donné vraiment... elle-même. Mais je ne suis plus du tout surprise de rien. Tout est possible. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'Institut Nobel de la paix existe encore? Mais c'est du bidon tout ça. Ils ont donné à une femme qui a donné le prix à quelqu'un d'autre. Comme si je te donne un sandwich et tu donnais à un autre. Ah, écoutez, c'est Ouais, c'est une écœurant. grande comédie. C'est une grande comédie, Iti. Je suis d'accord avec Je ne sais pas si c'est comédie ou pas, mais c'est triste. C'est triste et c'est pitoyable. C'est Écoute, comédie. Tous les je sais tous pas les si c'est triste. instituts en Occident se cassent la gueule un par un. C'est un vaste domino qui est en train de chuter, plaf, 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 plaf. Oui, et puis Et ça, non, mais je veux dire, le prix Nobel de la paix, ça fait combien de temps que c'est une comédie? Ah oui, Et ça fait regardez à combien de qui temps? on la Alors là, je donne. suis d'accord avec toi. Non, bah, à qui on la donne, je suis désolée. Hein. Obama, prix Nobel de la paix. Oui, Obama, il n'a rien fait. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Ah non, Et il a fait des guerres, Obama. Oui. Bah, il il n'a l'a pas eu pu le avant, faire quand parce même. qu'il a reçu le prix Nobel. Après, Oui, après, oui. et n'oublie pas. Écoute, En fait, quand il a tu eu son dis prix que, Nobel sur son discours. quand Oui. tu dis Sûr. que les leaders européens doivent être jugés, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un seul détail. La Russie va pas travailler avec les dirigeants qui ne travaillent pas dans les intérêts de leur nation. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, la Russie est personne pour s'autoriser à juger ces gens-là. Je veux dire, c'est les nations qui doivent juger. C'est les Français qui doivent Les Français, juger oui. leur président et les élites qui l'accompagnent. Oui. C'est pas aux Russes de le faire. C'est pas à M. Poutine de venir et de dire, toi, tu vas en prison. Non. Tant qu'il n'y a pas de changement, je veux dire, dans les intérêts des pays en question, quelque chose, je veux dire, ensemble n'est pas possible. Mais question de jugement et de question de justice, c'est au pays même, c'est au peuple de ces pays de prendre sa Oui, Tatiana, je suis responsabilité. d'accord avec toi. C'est pareil pour Trump. Trump, c'est le peuple américain qui va le juger. Et je sais qu'actuellement, aux États-Unis, il y a beaucoup de manifestations. J'ai des compatriotes vietnamiens qui vivent aux États-Unis. Ils le montrent tous les jours. Il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue dans toute l'Amérique. Dans toute l'Amérique. Trump n'est pas du tout populaire dans son pays. Pas du tout. Et je suis sûre qu'il n'y a que le seul peuple américain qui peut faire tomber Trump. Et maintenant, je reviens encore à l'histoire de prix Nobel de la paix. Hein? Peut-être Philippe va pas être d'accord avec moi, mais vous vous rappelez le Vietnamien qui a négocié des accords de la paix 1973. Il
il a eu, M. Docto, il a eu quand même une dignité, il a refusé le prix Nobel de la paix. Ça, oui, mais enfin, vraiment, c'est une franchement. éthique. Moi, je trouve. Hein. Bah, écoutez, maintenant, je ne vais pas discuter avec vous. Franchement, non. Philippe, vous avez une, Non, tu n'aurais pas me dire autre ça, vision. quand même. Vous Là, avez une autre t'exagères. vision que moi. Je T'exagères. respecte votre vision. Philippe, elle Mais a pour droit de moi, dire ce celui qu'elle qui a veut. refusé le prix Nobel de la paix, M. Docto, en 1973, c'est une éthique. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Peu importe, je suis d'accord avec Ti. Peu importe ce qu'on pense pas, son point de vue et sa vision, Ah non, mais d'accord, je n'ai jamais dit le contraire. Mais elle exagère quand même, petite, de me dire ça. Non, elle Ah n'exagère non, pas, elle non, dit ce qu'elle non. pense. Hein. Philippe, Elle non, veut m'agacer. non, 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 non. Elle est Je suis coquine, pas hein. d'accord. Non, mais Philippe, je n'exagère pas parce que peut-être mon opinion exagérée, mais le fait qu'il a refusé le prix Nobel de la paix. Alors, vous dites quoi? Avec celui qui n'a rien fait et l'autre qui a donné le prix Nobel de la paix, c'est pas une honte, ça? Un qui refusait hein, en 1973 et un qui a reçu comme ça, comme un sandwich. Alors, où est la honte? Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu sais que même si jamais la dame est venue lui présenter cette médaille de prix Nobel, ça ne va pas inscrire son nom sur le répertoire, sur les annales. Ça ne se transfère pas comme un droit d'héritage ou un droit de cession, non. Il n'est pas repris sur les récipiendaires du prix Nobel de la paix. C'est pas parce qu'on lui a donné que ça change quelque chose. Ça ne change absolument rien. C'est comme pour cette dame-là, même si jamais par la suite elle donnait au président Trump, sur les registres, c'est inscrit que c'est elle qui a reçu ça et pas le président Trump, en dépit de ce qu'il pourrait le présenter, voilà le prix Nobel. Oui, C'est mais pas Michel, je suis d'accord avec toi. Ce qu'elle a fait, c'est pas du tout juridiquement n'est pas valable. Mais quand même, le geste est condamnable. Mais elle le fait, elle a des intérêts. Oui, mais ça, on le sait. Tu connais cette fable de La Fontaine. Tu connais cette fable de La Fontaine. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut avec un tel prix. Je suis désolée. Hein. C'est honteux. Le problème, je comprends ton indignation et je le partage. Le seul problème, c'est que ici, chacun a ses intérêts. La dame qui est venue présenter, elle est en train d'appliquer c'est que cette fable de La Fontaine du corbeau et du renard disait. Il y a une moralité qui est dite là-dessus, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Elle vise à être mis à la tête du Venezuela. Parce que je pense que si, ce n'est pas innocent. Elle a des visées par rapport au Venezuela. Et comme il faudrait caresser le président Trump dans le sens du poil, elle est venue avec quelque chose qu'elle sait qu'il était en train de rechercher. Donc, c'est une forme de compensation qu'elle est en train de faire, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne donnera pas le prix au président Trump, même si jamais il a la médaille. Ça ne change rien. Tout comme le prix Nobel du président Obama, c'est un prix Nobel qui a été donné juste gratuitement. Et je suis d'accord que sur les nominations particulièrement, pour les autres domaines des prix Nobel, la science, la physique, la médecine, etc., je ne dirais pas vraiment trop, mais pour ce qui est du prix Nobel de la paix, il y a des prix qui sont tout à fait questionnables. On se pose la question sur quelle base, sur quels critères. C'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments, mais il y a ceux qui sont plus méritants. Il y a ceux qui estiment qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire en tant qu'être humain avec cette dignité-là. Si jamais ils veulent refuser le prix parce qu'ils estiment que ce n'est pas pour un prix qu'ils ont fait, ils ont fait pour le bien-être, apporter un plus à l'humanité, c'est tout à fait à leur honneur. Mais ça ne change rien au fait qu'aujourd'hui, les prix Nobel de la paix particulièrement est devenu quelque chose de très questionnable sur la raison d'être de certains bénéficiaires.
Oui, mais Michel, je te pose une question. Et dans ce cas-là, pourquoi personne ne s'indigne? Mais Si, parce il y a que des gens qui s'indignent. le Si. seul problème, s'indigner exige, est un luxe que certaines personnes ne peuvent pas se permettre. Ah. Que si jamais tu t'indignes et que l'autre s'énerve contre toi et qu'il commence maintenant à t'augmenter les tarifs, les pourcentages de tarifs douaniers, qu'il commence à venir enlever le président de ton pays, qu'il décide d'envahir un territoire, tu n'as pas la capacité de le combattre, tu te tais. Et c'est ce qui est. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens peuvent voir dans les coulisses, dans des rencontres comme ça ou dans le cadre de ce bistrot où on est en train de parler en tant que citoyen lambda de ce que nous pensons des choses. Nous pouvons dire cela, mais ça n'affecte pas la personne. Les nations qui peuvent dire quelque chose, les institutions qui peuvent dire quelque chose, préféreront se taire pour ne pas se mettre dans des mauvaises dispositions vis-à-vis du président Trump qui a la capacité de nuire. Il a une capacité de nuire qui existe et pour éviter cela, les gens se taisent. Oui. Alors, j'aimerais vous montrer... Moi, je voulais quand même juste rajouter qu'il y a un autre prix Nobel qui est bien foireux, c'est le prix Nobel de l'économie. Hein. Ça, c'est aussi une grosse foutaise. Hein. Mais bon. Ah oui? Juste pour qu'on n'a pas de, comment dire, quand tu dis que toi aussi tu n'aimes pas M. Poutine, j'espère que tu dis toi aussi tu ne l'aimes pas comme les autres, pas toi aussi comme moi. Parce que moi, non, président je l'ai pas dit. J'adore. Hein. Je n'ai pas dit que j'aime pas M. Poutine. J'ai dit que M. Poutine n'est pas ma tasse de thé, mais voilà. j'ai toujours estimé. Ma tasse de thé non plus, parce que j'ai d'autres tasses de thé. J'ai toujours dit que M. Poutine c'est un vrai chef d'État. Ouais. Voilà. Il faut reconnaître le mérite des gens. Il faut reconnaître le mérite des gens. Il n'y a pas de problème, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. J'aimerais vous montrer une réaction. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce qui avait été dit auparavant, où les responsables politiques devraient être tenus responsables de leur gestion. Ils sont élus à la place qu'ils sont par le peuple. Ils devraient pouvoir rendre un compte au peuple. Qu'un monsieur, par exemple Bruno Le Maire, qui est venu mettre l'économie par terre, on devrait pouvoir l'amener à rendre des comptes de cela et à être pénalisé, comme on le voit par exemple dans certaines entreprises. On te nomme directeur, tu détournes l'argent, tu fais tomber l'entreprise, tu vas aller au tribunal, tu vas te faire sanctionner. Malheureusement, c'est mon côté naïf qui espère cela, mais concrètement sur le terrain, ce n'est pas ce qui va se passer. Et c'est à cause de ça qu'il y a des personnes qui sont là, qui vont continuer à détourner, qui vont continuer à travailler à l'encontre des intérêts de leurs propres concitoyens qui les ont votés, et il n'y aura absolument rien. Regardez par exemple la situation avec le président Sarkozy. Il a été jugé, il a fait moins d'un mois, et il est sorti. 10 jours. Oui, mais Michel, c'est le principe de démocratie. C'est pour et par le peuple. Dans les pays démocratiques, c'est le peuple qui est responsable. C'est jamais les gens qui l'élisent. C'est nous qui sommes responsables, comme c'est nous qui sommes responsables de notre dette, de tout ce qui se passe mal, de notre désindustrialisation, de le choix de nos hommes politiques. Nous sommes responsables, le peuple. C'est le principe de démocratie même. On n'allait pas les élire, c'est tout. Le problème, Tatiana, c'est que ces personnes, justement, sont dans le principe de la démocratie, mais pas la même démocratie que celle que tu es en train d'évoquer présentement. Ah, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. J'y arrive. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais ici, on a le mot démocratie qu'il faudrait décomposer en deux mots, démo et cratie. Le pouvoir de démolir. Alors, ils ont le pouvoir de démolir et ils ont démoli. Tu regardes l'économie en France, tu regardes la popularité du président Macron, tu regardes la vie des Français, tu regardes la vie des agriculteurs, tu regardes la vie des personnes comme
Monsieur Jacques Beau qui est maintenant attaqué parce qu'il dit des choses qui vont à l'encontre de ce qu'eux, ils veulent imposer aux gens. C'est cette capacité-là de détruire. Donc, quand il parle de démocratie, c'est le pouvoir de démolir et non pas le pouvoir du peuple. Oui, Je suis d'accord avec Michel. Je suis Oui, d'accord enfin, avec Michel. je crois, attends, moi je crois que, par exemple, aux États-Unis, Jacques Beau pourrait parler. Je pense, il y a quand même un amendement qui est bon. Alors qu'en Europe, C'est encore questionnable. Tu vois, c'est le cas de cette dame de Minneapolis qui a été tuée. Elle exerçait son droit, mais ça n'a pas empêché qu'on la batte. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont mis en prison aux États-Unis aussi. Oui, Ce que je veux dire, c'est que, en parlant de démocratie, c'est un, comment te dire, c'est un régime présenté tel qu'il est. Il est utilisé aujourd'hui, mais je pense que dès le début tel qu'il était présenté après la Première Guerre mondiale, il était mis en place justement contre le peuple. On manipule le peuple dans le sens où on le oblige à choisir entre des candidats où ils choisissent le moindre mal, comme ça. Mais par la suite, les faits qu'on l'a élu, ben, on se sent dans l'obligation de le supporter. Comme on dit aujourd'hui, ben, on a, allez, Macron l'a entendre jusqu'à 27. C'est-à-dire que par principe, quand nous l'avons élu, on est prêt à le supporter jusqu'au 2027, en disant oui, c'est juste quelques années. Mais par la suite, dans les mêmes logiques, on va nous choisir encore deux espèces de trucs là, je sais pas, Glucksmann et Bardella. Et encore une fois, on va choisir le moindre de mal. Et après, on va encore une fois supporter en se disant, bon, d'accord, mais c'est juste pour 5 ans. Et ainsi de suite. Le système, il est ainsi fait. Il est fait pour faire patienter le peuple et lui dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, ben, c'est lui qui n'est pas bien voté. On retourne à la responsabilité. Donc, les gens élus ne sont jamais responsables. C'est ainsi. Le seul Après, on problème, peut c'est le que, présenter comme on veut, c'est le système qui cloche. justement, le seul problème, c'est que, tu sais, les gens encaissent. Il arrive un moment où les gens sont prêts à se dire, de toute façon, je suis déjà mort, je vais y aller. Et c'est comme ça que des révolutions se font. Et Voilà. la France et je parle de la France en particulier parce que je suis l'information française. Je suppose que c'est aussi vérifiable dans les autres pays européens. Mais la France, de plus en plus, est en train de vivre une situation où les gens, dans tous les domaines, ont un ras-le-bol. Oui. Et les gens vont arriver au stade où ils disent, de toute façon, on est déjà mort, alors on va y aller. C'est comme ça que des révolutions se font. Je ne sais pas s'il y aura cette fois-ci la prise de l'Élysée ou bien de la Bastille, qui n'existe plus. Donc, mais il y aura une prise quelque part qui va se faire parce qu'à un moment, à force de toujours maltraiter même son propre chien, à un moment, il finit par te mordre. Oui. ouais, Michel, mais rappelle-toi, enfin, sous Sarkozy, c'était la même chose. Les Oh Français non, en avaient non, ras-le-bol, mais ras-le-bol, c'était non, épouvantable. pas pareil. Et ben, finalement, Sarkozy n'avait pas le degré de popularité que Macron a aujourd'hui. Oui. Quand Mais on a des sangliers dans le bois, on supporte. Le jour Ben où on n'aura plus de justement, sangliers, on sera obligé de se lever. ben justement, les sangliers sont en train de se faire de plus en plus rares. C'est ça. C'est ça. Oui, mais les amis, vous êtes d'accord avec moi qu'un chef d'État doit faire son travail? Hein? Non, je ne pensais pas du tout. Bah, écoute, Mais c'est si, comme... bien sûr, il est Non. même oui, payé par nos impôts. Bien sûr, il est à notre service. C'est le principe même. Il doit être à notre service. Il n'est pas à Écoute, notre service. Bon, écoute, bien sûr. Tatiana, pour moi, c'est une chose sont aussi simple. Tu prends l'exemple d'une entreprise. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Je ne suis pas obligée d'aimer mon directeur, hein, le chef d'entreprise. Mais je le respecte parce qu'il fait bien son travail. C'est pareil comme un chef d'État. On n'est pas obligé de l'aimer, mais on le respecte parce qu'il fait bien son travail. Tandis que là, ce n'est pas le cas. N'oublie pas que dans une entreprise, si jamais le directeur ne fait pas bien son travail, il peut être viré. il est viré, Voilà. oui. Et d'autre part, si jamais il a détourné ou il a causé de tort à l'entreprise, il Il est peut être viré. traduit en justice et passer des années en prison. Exact.
Et c'est Mais cette c'est pas dimension-là qui les n'existe ouvriers pas. qui élisent leur directeur. C'est pas démocratique dans une entreprise. Oui, mais ceux qui sont à la gestion de l'entreprise, si jamais c'est quelque chose qui va à l'encontre de leurs intérêts, ils vont couper les mauvaises branches. C'est pareil pour, par exemple, un domaine où, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, etc. Si jamais il y a quelqu'un ou une bête, par exemple, qui est problématique, on va écarter cela pour éviter que cela ne puisse causer des dégâts, du tort. Et quand les élites financières seront plus contents de Macron, ils le mettront à la porte. Mais encore une fois, c'est pas les ouvriers qui décident. Mais c'est justement pour ça qu'il faudrait en arriver à ce stade-là où les gens... On y arrive, hein, on y arrive. T'inquiète. On y arrive bien de là. moins en moins de sangliers. Moi, j'y crois C'est pas. ça. Moi, je crois pas à la révolution. Non, Je crois pas. mais je pense qu'il démissionnera. Je pense qu'il démissionnera. Oh non, non, non. Démissionner? Non. Oui, Non, non, non. oui. Disons qu'il y a des mots qui ne sont pas dans certains dans certains dictionnaires. Donc, si Il jamais... les présentera différemment, mais je Mais pense attends. qu'il partira avant terme. Non. Non, je pense pas. Je pense que dans son petit Robert, comme disait quelqu'un, il y a des mots qui n'existent pas, qui transformeront ce dictionnaire en petit Robert. Parce qu'il n'y a Il pas partira les mots. avec la dignité et les décisions, avec un cœur lourd et avec toute la responsabilité que je sens sur mes épaules. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où je me sens dans l'obligation de partir. Oh non, Mais non. Tatiana, il reste plus qu'un an, là. C'est fini, là. Non, il ne partira pas. Tout le monde n'est pas Ce des sera Gaules. toujours le même truc. Ah, Un on an fait et les paris, après. hein. Non, 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 il Tout le partira. monde n'est pas des Gaules. Tout le monde n'est pas Et des il Gaules. partira. Non, non, il partira. Tatiana, peut-être c'est Trump qui va le faire tomber. Quelqu'un le fera tomber, c'est sûr. On va pas c'est dire, on Trump, va pas alors. pointer de doigt qui, mais il partira. Ah ben ça, c'est un espoir. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Iran? Oh. Alors, j'aimerais vous passer quelque chose qui n'a pas grand rapport avec l'Iran, mais sur la propagande, c'est à peu près la même chose. Donc, j'aimerais vous passer ça. C'est la guerre en Syrie, qui était l'occasion d'ailleurs d'un déploiement de désinformation dans nos médias qui est absolument effarant. À l'époque, les médias du système avaient mis en place des outils en fait de censure qui s'appelaient par exemple des codex ou je sais pas quoi, pour éviter qu'on parle de cette guerre. Pour éviter en fait, très sommairement, je fais un grand saut de 10 ans pour éviter que le public comprenne ce qui est aujourd'hui public avec le nouveau pouvoir installé en Syrie. Le fait que Al-Qaïda n'était pas l'ennemi de l'Occident, mais l'outil de l'Occident. À l'époque, vous disiez ça, vous aviez tous les ennuis du monde. Je ne me suis pas privé de le dire. Est-ce que la désinformation, il y a une véritable désinformation sur l'Iran? Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? oui, Depuis toujours. oui. Oui, depuis les femmes voilées, etc., etc., enfin non dévoilées. Ah non, là, tout de suite, là. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup des informations sur l'Iran. Il y a beaucoup. Hein, quand vous regardez la télévision française, on montre toujours les mêmes images, comme quoi il y a des cadavres. D'accord. Hein. Moi, je suis pour que le régime de Mollah soit changé. Parce que c'est plus possible. Les femmes sont opprimées, il faut aller dans la rue avec des voiles, et il y a pas vraiment, les femmes, elles n'ont rien à dire. Et puis, ça manque de tout dans la vie, et puis opprimer les gens, tirer sur les gens. Je suis d'accord que ce régime-là n'est plus valable. Mais ce qu'on dit en Occident, on dit que la moitié. On dit que la moitié. Par exemple, moi, quand je vis sur les télévisions asiatiques, ils ont montré que dans les manifestants, il y avait des gens qui ont eu des armes, qu'ils ont tiré aussi sur les milices. Voilà. Première chose, deuxième chose. Et j'ai entendu parler aussi qu'ils ont montré que CIA a donné beaucoup d'argent parce que CIA voulait un Maïdan deuxième en Iran.
hein. Et maintenant, on pose la question pourquoi Trump n'était pas allé. Il a dit les aides sont en route et qu'il va bombarder, il va enlever, peut-être c'est comme avec Maduro. Et pourquoi il n'a pas fait? Et pourquoi Ah, il n'a pas fait? il y a un porte-avions qui croise vers l'Iran, là. D'accord, les porte-avions, ils circulent, hein. Bon, ils circulent à gauche et à droite depuis longtemps. Oui, comme Hein. vous disiez, Donc là. maintenant, posez les questions. Pourquoi Trump ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas osé de le faire? Et pourquoi? Ah, non, 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 attends, ça, c'est pas sûr encore. Tatiana, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, premièrement, les femmes en Iran ne sont pas tous voilées. Voilà, Non oui. plus. Donc, je suis désolée, mais si tu regardes les photos de leur marché, de leur ville, etc., je suis désolée, mais non, il y a des femmes qui portent pas de voile et c'est pas du tout condamnable. Enfin, c'est pas condamné. Ça, c'est un tout petit peu exagéré. Première chose. Deuxième chose, de présenter ça comme vraiment un régime où tout est interdit, où les malins ont tout pouvoir, c'est faux aussi. Puis autre chose, moi, il y a 2 jours, j'avais parlé avec un jeune Iranien, un jeune homme très, très, enfin, je veux dire, avec de longs cheveux, avec des longues boucles, comme ça, un Perse, un vrai Perse, comme on dit, qui était avec un ami. On était tous les deux à la police parce qu'on avait à faire notre enregistrement en tant que les étrangers. Parce que moi, je devais passer, enregistrer mon adresse, enfin, c'est des trucs un peu administratifs, et j'étais là aussi. Bon, il parlait un très bon russe, donc très vite, je lui ai posé la question sur la situation et il était justement en train de parler avec sa famille qui était en Iran. Il a dit, vous savez, c'est quelque chose qui est vraiment énormément gonflé. Il suffit qu'il y ait un accident, il y a des accidents. Mais il suffit qu'il y ait un accident, une explosion et autres, qui est souvent de provocation de camps, justement, qui manifestent, pour qu'avec cet accident, on les prend en photo sur tous les accès et on les balance partout pour dire que c'est vraiment insupportable. Il me dit, entre ce qu'on nous explique en Occident aujourd'hui et entre ce qui se passe réellement en Iran, c'est, on va dire, c'est une puissance 10, quoi. C'est même pas multiplié par 10, c'est puissance 10. 10, c'est beaucoup moins grave. Et toute la procédure qui est mise en place aujourd'hui, c'est vraiment, je veux dire, c'est très pas par pas les révolutions de couleur, je veux dire, signées Soros. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que c'est pas du tout quelque chose qui est mis en place par les États-Unis, en tout cas par les États-Unis de Trump. C'est beaucoup plus des anglo-saxons qui, par ce fait, forcent un peu la main à Trump d'intervenir. Que c'est vraiment une manipulation à 2 balles. Ils ont échoué à organiser une guerre à Venezuela. Trump n'a pas fait la guerre à Venezuela. Il a juste, on va dire juste, c'est scandaleux, c'est monstrueux, c'est pas possible, c'est contre tous les droits, tous les tralala qu'il faut dire avec. Enfin, il a quand même juste enlevé un président. Il n'a pas envahi le pays. Donc aujourd'hui, ben, on chauffe les rangs. Trump, elle a fait une guerre de 12 jours, une guerre qui est absolument ridicule et exclusivement médiatique. Aujourd'hui, on leur reforce la main. Si les mondialistes aujourd'hui veulent retourner aux bras armés bien disciplinés que les États-Unis étaient jusque-là, il faut provoquer une guerre que aujourd'hui les États-Unis ne peuvent pas amener. La provocation en Iran, elle est gonflée de toutes pièces. La situation là-bas, elle n'est pas du tout aussi dramatique que ça, mais excusez-moi, comme quoi je dis la vérité, un éternuement le prouve. Voilà. En gros, là, je vais parler avec des personnes qui me disaient ce que c'est, mais je connais d'autres personnes dans la même situation. Et les médias qu'il y a ici, pareil, ils démontrent que la situation qu'il y a en Iran, elle est surtout comment dire, un espèce de brouillage médiatique et qui est plutôt orienté pour l'Occident pour provoquer une explosion, voire on va dire, de légitimer une guerre. Et si une guerre explose, ben, de quel côté les États-Unis se placera? Voilà. Aujourd'hui, je sais que M. Poutine a appelé Netanyahou. Netanyahou.
après, il a appelé le président iranien. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais en tout cas, il était, on va dire, mis sur la table le fait que il n'est pas possible qu'on déclare une guerre là-bas. Voilà. Et l'Iran, qui jusque-là voulait rester autonome et indépendant aussi bien de la Chine que de la Russie, on verra comment il va changer d'avis. Il y a le monnaie iranienne a une chute libre, donc il suffit qu'on demande à la Chine, il suffit que l'Iran demande à la Chine de soutenir cette monnaie-là pour que finalement cette crise passe un petit peu plus enlevée. Et il suffit que l'accord militaire avec les Russes soit un peu plus solide. Pour le moment, le président de l'Iran, il joue comment dire, c'est plutôt un président pro-occidental. Après le président qui était assassiné, donc il était mis en place. Donc, il prend les décisions, mais un peu au reculons. Peut-être que justement, le jour où il n'y aura plus de sangliers dans ses bois à lui, il sera obligé de s'adresser en demandant de l'aide à la Russie et à la Chine, et là, peut-être qu'il y aura un certain changement. Mais pour le moment, voilà, je veux dire, entre les 100 qu'on nous présente, à mon avis, il y a quoi? Il y a 10 qui sont réels, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un régime corrompu à tous les coups, hein. Dans tous les pays sanctionnés, tu as des régimes corrompus. Oui. Parce que quand le pays est sanctionné, les produits de nécessité arrivent par des marchés noirs, arrivent en disant qu'en donnant une certaine élite et pas, ça crée une corruption qui vient toujours de l'extérieur. S'il n'y avait pas de sanctions aussi fortes, il n'y aurait pas eu de corruption. La corruption et les sanctions, souvent, ça va de pair. Voilà. Justement, il y a un aspect important qu'il faudrait signaler là-dessus, c'est que, par exemple, on est en train de parler de la révolution qu'il y a en Iran, etc. Il y a un narratif qui est présenté, martelé surtout par certaines presses, pour amener les gens à avoir une vision formatée sur l'orientation qu'on veut donner. Mais si jamais il y a de la misère en Iran, s'il y a de la misère au Venezuela, qui sont à la base de cela? Ce sont les Américains qui ont pris les sanctions. Et l'histoire de l'Iran, les sanctions, c'est depuis les années 79, 80. Oui, depuis 40 ans. Depuis que l'ambassade américaine a été prise par les Iraniens. Depuis 40 ans. 40 ans. Donc, ces sanctions sont là. Des sanctions qui ont été décidées unilatéralement. Oui. Que ce soit en Iran, que ce soit au Venezuela, que ce soit à Cuba, c'est une nation qui a décidé que je dois m'imposer et imposer les choses d'une certaine manière. Et tous les autres suiveurs suivent la tendance. Ils ont appliqué ça, par exemple, pour la guerre avec l'Irak. C'était pareil. On est venu avec un narratif, on a présenté des prétextes, etc. Encore une fois, on voit que on peut dire qu'il y a des situations difficiles, qu'il y a la population qui souffre, etc. et tout. Mais allons aux origines des choses. Qui sont responsables de cela? C'est les Américains. Toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Et quand ils passent quelque part, on a vu leur passage en Afghanistan, on a vu leur passage au Vietnam, on a vu leur passage en Irak. En Libye. Oui, c'est exactement à se poser la question si ce n'est pas la version moderne d'Attila, de qui on disait que là où Attila passait, plus rien ne repoussait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui. Donc, ils veulent refaire encore quelque chose dans ce sens. Ils veulent placer peut-être le fils du chat, le fils du chat, qui n'était pas nécessaire. Personne ne vaudra de lui en errant. Personne. C'est ça. Peut-être pas les mollahs, mais personne ne vaudra le fils du chat. Même la population, oui. Surtout la population. Même dans la diaspora, il n'est pas aussi populaire qu'on voudrait le présenter. Oui. Personne ne vaudra de lui. Les informations le présentent comme un candidat sérieux pour la stabilisation de l'Iran. Et ça fait partie justement des narratifs. C'est le candidat du Mossad. C'est le candidat du Mossad, c'est le candidat des États-Unis.
Parce que si jamais il devient responsable de l'Iran, Israël aura moins de problèmes avec l'Iran. Il pourra maintenant se permettre tout ce qu'il est en train de faire avec tous les pays voisins multiplié par 2, 3, 4, sans qu'il ait justement cette menace-là qui est là. Il y a une certaine retenue quelque part parce que il y a le danger que représente l'Iran. Si jamais on se permet certaines choses, à un moment, ils ont voulu attaquer l'Iran. On a vu comment l'Iran a riposté au point que les Américains ont dû intervenir pour calmer les jeux. Parce que si jamais les choses étaient poursuivies dans cette direction, elles n'allaient pas nécessairement se terminer telles qu'elles se sont terminées. Oui, bien sûr. Il n'y a pas bientôt les élections en Israël? Les élections en Israël? Oui. Pour que Bibi commence à s'agiter là. Non, mais ce qui était important, c'était la mise en accusation de Netanyahou. Mais ça oui, c'est ça. Hein. Ça n'a pas. C'est pour ça qu'il s'agite. Mais il n'y aura pas d'accusation tant qu'il y aura toujours cette situation sécuritaire qui menacerait le pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, il va toujours s'arranger pour créer des problèmes. Aujourd'hui, on ne parle plus de Gaza, mais les gens sont en train de mourir. J'ai vu aujourd'hui un documentaire, un extrait d'un reportage où il y a des conditions terribles, il y a des tempêtes qui se font à cet endroit-là. Et les gens n'arrivent pas à survivre. Qui en parle? Personne. Entre-temps, il continue toujours à occuper la Cisjordanie. Alors, le plan de paix, entre guillemets, de Trump va peut-être redémarrer. Et il y avait aussi l'attentat, enfin pas l'attentat, mais un coup d'État qui est un petit peu, comme on dirait, échoué au Burkina Faso. Je ne crois pas qu'on en a parlé beaucoup. Hein. Non. Non. On oriente les informations pour que les gens ne regardent les choses que d'une certaine manière, ne regardent que ce que eux ils estiment important et comment ils veulent que les gens perçoivent la chose comme étant importante, délaissant des autres situations où il y a des vrais drames qui se passent, qui parlent encore du Soudan aujourd'hui. Personne. Qui parle du Yémen. Personne. Et qui parle du Congo, là, en ce moment. De la RDC, c'est à peine si on en parle. Oui. Et qui parle de l'Ukraine en ce moment, là? Plus personne. Personne. Parce que, c'est clair, les Américains se sont retirés, les Européens ne peuvent plus supporter cela. De plus en plus, le président Zelensky se retrouve isolé. Et d'ailleurs, il y a une délégation ukrainienne qui est partie aujourd'hui à Washington pour une conférence entre amis pour voir ce qu'on va pouvoir dire aux Russes. Mais je ne sais pas. Honnêtement, les nouveaux volontaires, les volontaires du temps moderne. Non, pas les volontaires, non. Des Ukrainiens qui vont à Washington pour négocier une nouvelle proposition. Ils savent très bien qu'il fait ça avec les Russes, qu'ils mènent une guerre. C'est peut-être avec les Russes qu'il faut commencer à négocier, non? Ah non, c'est avec les Américains, Tatiana, t'as rien compris. Non, je veux dire, ils sont quand même au courant que c'est avec les Russes qu'ils sont en guerre, non? Si ce matin, ils ont dit qu'il y a une délégation, effectivement, qui est partie à Washington. Première chose. Deuxième chose, ils ont dit aussi que Timoshenko, la dame là, avec les nattes, qui était aussi attrapée par la corruption. Voilà. Ouais, ils ont dit quand même, oui. Ah non, c'est pas ça n'a rien à voir avec la corruption. C'est pas attrapé, ça fait longtemps. Hein. Et là, ce matin, apparemment, elle était allée en prison. Oui. Elle est déjà allée en prison, tu sais. Hein. C'est une habituée, là. Non, mais Tatiana, c'est normal parce qu'il y a une délégation qui arrive à Washington. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois, il y a de nouvelles corruptions qui apparaissent. Oui. Oui, mais elle est plutôt du côté de Washington. Donc, on est en train d'un petit peu. Enfin, bon.
De toute Oh façon, là 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 il là. faut garder à l'esprit ceci, c'est que les volontaires vont venir toujours mettre leur grain de sel pour que la Bon, machine s'arrête quelque part. il faut déjà qu'il rentre déjà de Groenland, pas en forme de glaçon, après on verra. Tu sais, ce n'est pas nécessairement le fait qu'ils puissent rentrer sous forme de glaçon ou pas. L'idée est vraiment de amener un échec à tout ce qui serait comme un effort de paix. C'est flagrant, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas et ils sont en train de travailler justement dans ce sens pour que ça n'arrive pas. Est-ce que c'est en rapport avec les fonds russes qui sont gelés? Est-ce que c'est en rapport avec le fait qu'ils aimeraient avoir la primauté pour s'attribuer certains mérites d'avoir donné des solutions? Chacun a son agenda, chacun a sa situation, mais Et j'espère un miracle. Et j'espère que l'un de deux présidents aura un drone qui lui tombera sur la tête et du coup, ils seront plus obligés de tout perdre. Je sais pas, hein. Et les amis, vous avez oublié parler de la Chine. Ah oui? Ah oui, parce Qu'est-ce que qui moi, se passe? j'ai entendu parler que justement la Chine a beaucoup aidé l'Iran. Oui, 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 c'est ce que je t'avais dit, oui. Oui. Oui, oui. Un allié C'est de l'Iran. les plus intéressés, hein. Oui, et surtout pour le fait que l'Iran, le régime Mollah, qui a réussi de couper Internet et de couper tout. Et il paraît, je n'en sais rien, il faut vérifier, que Musk, hein, qui voulait justement venir en aide pour que les gens puissent avoir Internet, etc. Et Musk n'a pas réussi non plus. Et il paraît que justement c'est la Chine qui a joué beaucoup de rôle dedans. Première chose, deuxième chose, et maintenant Trump qui disait qu'il va taxer encore 25% à tous ceux qui commercialisent avec l'Iran. Et il vise qui? Il vise la Chine. Donc la guerre commerciale recommence. C'est dommage que la Chine n'a pas fait la même chose en Ukraine, mais bon. Tu sais, Comme quoi les choses ne sont pas si simples que ça, hein. Tu sais, il y a une chose qui est claire. Pour pouvoir menacer, il faut avoir la capacité de pouvoir accomplir ce qu'on menace. Si jamais tu menaces un petit, c'est clair que tu vas avoir gain de cause. La Chine n'est pas l'Union européenne. Ils ont leur mot à eux. Et une partie des dettes américaines sont prises en charge par les Chinois, qui, si jamais ils le souhaitaient, ils peuvent causer des sérieux problèmes aux Américains directement. Donc, c'est bien de menacer, d'augmenter de 25%, etc. Seuls ceux qui ont la possibilité de subir cette sanction vont trembler. Ceux qui sont forts, ils vont te regarder. Michel, qui sait si c'est pas l'une des raisons que Trump n'a pas osé attaquer? Micha, comme on disent nos amis les Africains, quand tu veux avaler une noix de coco, tu vas pas la fais répondre. confiance à ton anus. C'est un proverbe qu'il ne faut jamais oublier. Il est formidable. Je préfère la mienne. Je préfère la mienne où un poulet ne peut pas avaler plus que ce que son gésier peut permettre. Moi, les noix de coco, je les trouve très poétiques. Et chaque fois quand je le vois, chaque fois quand j'imagine, tu vois, ce proverbe, je ne sais pas pourquoi, mais l'image qui me vient en premier lieu, c'est toujours celle de Macron. Il n'y a rien à faire, hein. Oh là là. Oh là là. Eh bien, nous allons, quelle heure il est? Oh là là, oui, ça fait une heure et quelques, une heure et demie, un truc comme ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie. À dimanche prochain, alors. Philippe, Ouais. il y a juste une chose que j'aimerais vraiment souligner, c'est mon indignation vis-à-vis de l'Union européenne qui a pris des sanctions contre ses propres ressortissants, que ce soit Jacques Beau et que ce soit Xavier Moreau, etc. On n'est pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Et dans le cas de M. Jacques Beau,
je ne vois pas qu'est-ce qu'il a dit de mauvais vis-à-vis de qui le présenterait comme étant l'espion russe, l'agent russe qui défend les causes des Russes. Il ne s'appuie jamais sur aucune de sources. Et ça, c'est bien de venir donner des leçons, la démocratie, la liberté de parole, etc. Si jamais de l'autre côté, on est en train de sanctionner le droit à ces personnes de pouvoir exprimer le fond de leur pensée. Ça me choque et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment déplorable et au point que même pour M. Gbagbo, que son propre pays au départ l'a laissé livrer à lui-même, ce n'est que là dernièrement qu'ils ont commencé maintenant à réagir. Oui, la Suisse, c'est honteux la Suisse. Mais alors, La Suisse. Tu vois, Michel, c'est là où le premier amendement est bien. Même le premier amendement, il n'est pas toujours respecté. Non, c'est vrai, il n'est pas toujours respecté. Aux États-Unis, même le premier amendement n'est pas respecté. On en Il est parle. respecté s'il va dans le bon sens. Hein. Exactement. Et Tatiana, bon. qu'est-ce que tu penses des sanctions sur M. Beau? Ça m'étonne à peine. Surtout, ce que je veux dire, c'est que dans le cas de M. Bod, comme dans le cas de Xavier Moreau, ce sont deux personnes qui sont suffisamment, on va dire, médiatiques. Donc peut-être c'était, comment dire, un peu une connerie. Mais il y a plein d'autres personnes qui étaient sanctionnées de sorte, qui avaient, ne serait-ce que les noms les noms qui sonnaient, on va dire, russes, voilà, et qui étaient aussi sanctionnés. Il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes fermés, il y avait beaucoup de gens qui avaient des comptes gelés et ils n'ont rien fait. La seule différence, c'est que eux, ils sont pas médiatiques et ils n'ont aucun recours. Donc, ces deux-là, on en parle parce qu'on sait que c'est. Mais il y en a plein d'autres qui sont, on va dire, comme ça, dans le silence. En fait, ils ont tous le recours d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, parce qu'il n'y a pas de jugement. Donc, on ne peut pas avoir un recours vers une. Ce sont des sanctions, mais sans qu'il y ait un jugement. Si tu es jugé, tu as le droit de répondre. Mais là, ils ne sont pas jugés, donc ils n'ont pas le droit de répondre. Moi, par exemple, personnellement, j'ai reçu un jour un courrier très laconique de ma banque en disant que j'avais 2 mois pour retirer tout mon argent et qu'il fallait que je me démerde sans aucune explication. Et la banque a le droit de te mettre dans cette situation-là. Bon, j'ai trouvé une autre banque qui a bien voulu me prendre, mais disons que quand tu n'as pas de jugement, tu peux pas te retourner contre et tu peux pas prouver ta loi. Enfin, je veux dire, tu peux pas trouver que tu as raison ou tort. Et ils n'étaient pas jugés tous les deux. C'était une consigne de l'Union européenne sans jugement. Et le Donc, pire, c'est que tu peux même pas prouver ton innocence. le pire, c'est que c'est M. Barrot qui vient annoncer ça fièrement. Oui, oui. Ça m'a choqué à un point que j'ai vraiment du mal. Chaque fois que je revois ça. Je ne sais pas si c'est fièrement. Je pense qu'à un moment donné, quand cela t'arrive, tu sais, c'est pas facile à réagir. Donc, tu réagis, avec du courage ou je sais pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Je pense pas que je pense pas qu'il y avait de la fierté. Je pense pas. Je pense il n'a rien dans sa tête, c'est M. Barrot. On parle de Barrot. Barrot, il n'a rien dans sa tête. C'est un perroquet. Pas beau, c'est un Barrot. perroquet sans Barrot, cervelle. oui. Voilà. Oh, mais Barrot, c'est Barrot, quoi. Bon, il est barré. Il est barré. Il n'y a pas de quoi être. Moi, je connais des Français qui l'ont trouvé très bien et qui continuent à le trouver très bien. Qui le trouve très bien? Qui? Je connais les Français qui m'ont dit c'est quand même un homme très bien, il présente bien, il parle bien et tout. Ah bon? Il parle bien. Il s'exprime bien aussi. Ah bon? Il s'exprime bien. C'est un diplomate qui ouvre la bouche, ses sanctions et la guerre. vous croyez qu'il parle bien? Est-ce qu'il a lu un bouquin au moins dans sa vie? Bon, écoute, ne m'engueule pas, moi je suis d'accord avec toi. Je dis simplement qu'il y a les Français qui trouvent que c'est un homme bien, voilà, qui jugent sur les apparences, autre chose. Tu sais, les gens ils jugent sur des choses parfois qui n'ont rien à voir. Hein.
Puis il y a beaucoup de Non, mais, Français aussi non, mais qui non. pensent que Non, mais si on franchement, fait la guerre à quelqu'un, si on juge quelqu'un, c'est que l'autre, il le mérite bien, c'est tout. Voilà. Tatiana, franchement, je préférerais M. de Villepin à M. Barrot. Oui. Ah ben, c'est pas comparable. Oui. C'est clair. C'est Oui. clair. Oui, c'est Mais à clair. l'époque, Chirac, c'était un président qui, bon, ben, je veux dire, il n'était pas parfait, loin de là, mais au moins, je veux dire, il pensait encore aux grandeurs de son pays. Enfin, Oui. d'une certaine façon, mais bon. Oui, mais chez Chirac, il s'opposait à Bush pour la guerre en Irak. Au moins, c'était un homme courageux. Oui, Voilà. enfin, ça, Ben, c'est De Villepin c'était qui a Chirac, fait son c'était pas lui. discours là-bas à l'ONU. Un discours qui était mémorable. Voilà. Ben, écoute, Qui c'était est toujours pas la même mémorable. époque. Alors qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de présenter une fiole pour amener les gens à suivre la Moi, ça tendance. change. Et tu sais, à l'époque, moi, je connais Ah, beaucoup de c'était le bon Français. temps. Je connais beaucoup de Français qui étaient révoltés contre Chirac et contre De Villepin en disant que pour protéger, soi-disant, un pays qui ne concerne absolument pas, aujourd'hui, ben, la France, elle est obligée de continuer les sanctions de la part des États-Unis et du coup, ben, on peut plus vendre nos vins, non ceci, non cela. Hein. Il y a beaucoup de Français qui étaient mécontents de ce fait, hein. Beaucoup. Donc, vous savez. Chacun envoie, comment dire, chacun envoie à la porte qui est le plus près de lui. Hein. Ça, à midi à sa porte. Ah, ça marche aussi. Hein. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Bon, bah, alors à dimanche prochain. À bientôt. Salut, Pi, salut Bye. Tatiana, salut Michel. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France.